Viva sur scène, c'est la nouvelle rubrique que Viva Culture vous propose pour cette saison. Il s'agit d'entretiens après un spectacle avec un artiste, un metteur en scène ou un comédien. Alors d'abord, pour entamer cet échange, je voudrais d'abord remercier le Volcan, remercier Camille Barneau et Thomas Pelletier de faire cet honneur, d'être là, de pouvoir modérer, de vous rencontrer et de vous dire tout de suite le plaisir énorme que j'ai eu à découvrir Phèdre. Voilà. Certains parmi vous, peut-être, n'hésitez pas à lever la main ceux qui ont vu Phèdre. Ah oui, donc on en redemande, voilà, comme moi. Voilà, donc ça a été un spectacle qui... Alors moi, ma belle-sœur, vous allez connaître ma vie, elle avait vu Avignon et elle m'avait dit surtout ne rate pas ça. Elle avait vu que c'était joué au Havre et donc j'y suis allée et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc Phèdre, point d'exclamation. Ceux qui l'ont vu la pièce savent que Phèdre, ainsi, c'est une nouvelle pièce. Et vous expliquez pourquoi il y a ce point d'exclamation. Vous expliquez dans le petit livre qui vous avait été donné que ce point de ponctuation qui, du temps de Racine, est appelé un point d'admiration, voilà, et que le véritable sujet de ce Phèdre, point d'exclamation, c'est l'admiration que son protagoniste, Romain Dorales, c'est ça ? Darol, voilà, Romain Darol, qui est seul en scène, voue à cette pièce. Et donc, vous revenez avec une deuxième pièce, cette fois, Gisèle, 3 points de suspension. Alors, on a envie de vous demander pourquoi les 3 points de suspension. L'idée déjà, bonsoir, l'idée de mettre un point, de mettre un signe de typographie après le titre, déjà, à la base, c'est parce que je voulais que quand les gens allaient voir les spectacles de cette trilogie puissent vraiment se dire « ce soir, je vais voir Phèdre, ce soir, je vais voir Gisèle, ce soir, je vais voir Carmen », sans qu'il y ait une altération du titre dans l'énoncé oralisé, on dira. Donc je trouvais que c'était assez élégant de juste apporter une modification par la typographie. Donc Phèdre, point d'exclamation. Gisèle, deuxième volet de la trilogie. Et j'ai réfléchi quel signe typographique je pouvais utiliser. Et en fait, m'est venu comme ça les points de suspension en disant bon, c'est l'épisode entre guillemets qui est entre les 2 autres volets de la trilogie. Donc Phèdre, point d'exclamation, Gisèle, 3 petits points, quelque chose va encore venir derrière. C'était la première idée. Sauf que le hasard faisant parfois quand même très bien les choses, en fouillant un petit peu, j'ai vu que les 3 points de suspension étaient apparus, alors vous peut-être vous le savez mieux que moi, mais en tout cas seraient apparus dans l'époque romantique. Et notamment beaucoup utilisés dans la poésie romantique, et je trouvais ça très joli puisque Gisèle c'est le ballet romantique par excellence. Donc le fait que ça soit quelque chose qui vienne vraiment de cette époque-là, ça m'a ravi. Et puis ensuite, j'ai vu un linguiste qui disait que le point de suspension utilisé dans la poésie romantique signifiait que quelque chose était susceptible d'apparaître. Et c'est très précisément la problématique du personnage de Gisèle qui, à la fin du premier acte, meurt et dans le second, est susceptible d'apparaître. C'est-à-dire qu'elle est morte, mais il n'empêche que, oui, c'est quand même, elle va revenir sous la forme d'une espèce de créature un peu féerique. Et je trouvais que c'était très joli, cette idée que quelque chose était susceptible d'apparaître. Et je trouve que c'est... parce qu'en même temps, j'essaie toujours de relier ça avec les interprètes qui sont au cœur de mes pièces, de ces pièces. Et je trouve que les interprètes ont cette extraordinaire capacité de nous inviter à ce que quelque chose puisse apparaître. Dans l'évocation, et vous le verrez en voyant le spectacle, dans ce que fait Samantha sur scène, qui est donc au cœur de ce spectacle et qui raconte donc le ballet Gisèle de la même manière que Romain racontait la pièce de théâtre Phèdre,
dans la danse, dans la façon qu'elle a de bouger, je trouve qu'elle a une manière de faire apparaître les choses au plateau qui est vraiment exceptionnelle. Et je trouvais que ces points de suspension fonctionnaient bien avec l'idée. Et Carmen se termine, enfin Carmen, c'est Carmen, point. Voilà. Une belle trilogie. Alors, je vous ai posé la question, pourquoi Gisèle, 3 points de suspension? Maintenant, j'ai envie de vous demander aussi, pourquoi Gisèle? Encore une fois, le hasard. Camille a dit, j'ai travaillé dernièrement avec Stéphane Escher, il a eu cette réplique un jour, il dit souvent ça en entretien, il dit le hasard est vraiment le dramaturge de ma vie, et je crois que je peux le reprendre à mon compte. Alors l'histoire est un peu longue, j'ai essayé de la faire un peu courte, mais donc j'ai créé Phèdre, et comme vous l'avez dit, Phèdre qui a remporté un grand succès à Avignon, et c'est vrai que c'est un spectacle qui joue beaucoup. Là cette année, Romain va fêter la 555e représentation du spectacle. C'est vraiment un spectacle qui a l'heure de vraiment rencontrer le public, ce qui vraiment me ravit. C'est vrai que suite à ça, on m'a demandé, mais alors ça veut dire que maintenant tu vas pouvoir faire tout Racine, tu vas faire tout le théâtre classique français à la sauce Gremaud. Et ça ne m'intéressait pas de faire ça, parce que j'avais pas envie de me répéter. En même temps, j'en avais pas fini avec la forme, parce que c'est vrai que cette forme-là, donc pour les personnes qui n'auraient pas vu Phèdre, l'idée c'est vraiment d'avoir sur scène un protagoniste, une protagoniste qui... je dis souvent une façon de conférencier, conférencière, c'est-à-dire c'est pas exactement un conférencier, une conférencière, mais c'est une personne qui en essayant d'abord de raconter qu'est-ce que c'est cette œuvre, finit par pas seulement la raconter, mais l'interpréter tout entière. Et je trouvais que cette figure-là, d'abord m'a amené à repenser, mais qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que l'acte théâtral même, sinon qu'une personne susceptible de pouvoir tout convoqué par la simple magie, la simple grâce de sa présence et de son corps et de sa langue. Donc ça, je trouvais que c'était très intéressant. Donc je voulais pas refaire exactement la même chose. Les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré sur une production d'un chorégraphe suisse basé à Bruxelles qui s'appelle Thomas Howard. Thomas avait vu un de mes spectacles, Conférence de choses, que Camille a évoqué. Et puis, il avait été touché par le fait que l'interprète au cœur de ce spectacle, Pierre, est complètement libre dans sa manière d'être sur scène. Et il a dit, j'aimerais faire parler mes danseurs-danseuses sur ma prochaine production, j'aimerais qu'elles soient aussi libres que Pierre l'est dans ta pièce. Je suis allé à Bruxelles, il m'a invité à donner un petit cours à ces danseurs-danseuses. Et parmi les danseurs-danseuses de Thomas, il y avait Samantha Van Huysen. Et Samantha Van Huysen, que vous allez voir dans Gisèle, c'est une danseuse que j'admire absolument depuis les années 90, les années 90 pour parler comme chez moi. Je l'avais vue danser Samantha dans les pièces de Anne-Theresa de Kersmaker et notamment dans une pièce qui a été pour moi une espèce d'électrochoc qui s'appelait Rosas Tanz Rosas, qui est pour moi une des plus belles pièces de danse que j'ai, sinon une des plus belles pièces tout court que j'ai vues dans ma vie. Donc je me suis retrouvé face à mon idole et j'étais très impressionné. Et en donnant mon petit cours de théâtre comme ça, j'ai vu qu'en fait derrière la danseuse exceptionnelle sommeillait une actrice géniale. Et en rencontrant Samantha, elle m'a dit comme ça, après qu'on ait travaillé ensemble, elle m'a dit un soir, bon bah c'était chouette, on s'entend bien, tu sais si un jour tu as besoin d'une vieille danseuse pour un truc. Et là je me suis dit mais oui c'est sûr, il faut que je fasse quelque chose pour Samantha, d'autant plus qu'elle m'a dit ben tu vois là j'ai plus de 50 ans, ça veut dire que en tant que danseuse ben, je vais avoir de moins en moins d'opportunités de danser, donc il va falloir que je songe à me reconvertir. Je me suis dit mais c'est impossible qu'on prive le public d'une interprète aussi prodigieuse que Samantha Van Huysen. Je vous jure que je ne vous mens pas, vous allez la voir. Et là ça a germé dans ma tête, je me suis dit je dois écrire quelque chose pour Samantha. Et c'est là que je me suis dit, mais si pour un comédien prodigieux comme Romain, j'ai pu écrire une pièce une pièce de théâtre, peut-être que pour une danseuse, je pourrais adapter un ballet. C'est là qu'est née l'idée de la trilogie. Parce que dans la seconde même, je me suis dit, bon, si j'ai jamais 203, théâtre, ballet, bon, il me manque un troisième grand art classique vivant qui est l'opéra. Donc voilà comment est arrivée l'idée du ballet. Et là, je me suis dit, bon, ben, premier volet, c'était Phèdre, un nom de personnage féminin. Tout de suite m'est venu en tête Gisèle, comme voilà, un nom de personnage féminin qui a donné son nom au ballet. Et voilà comment Gisèle est arrivée sur la table. Je vous ai dit, l'histoire était un peu longue, mais au moins, elle est vraie. Très intéressante.
Donc, maintenant, c'est pourquoi Gisèle. Alors, donc, une trilogie, 3 genres, vous l'avez rappelé, donc le théâtre avec Phèdre, le ballet romantique Gisèle et puis l'opéra, et aussi 3 femmes qui meurent. Donc, je me suis interrogée aussi sur ce choix de montrer ces femmes qui meurent. Est-ce que d'ailleurs vous avez hésité avec d'autres, parce que bon, il y a quand même pléthore de femmes qui meurent, surtout à l'opéra. Je ne sais pas si dans les années, si vous connaissez cet ouvrage de Catherine Clément, qui date de 1979, l'opéra ou la défaite des femmes, où vraiment, d'ailleurs je l'ai là, où vraiment l'opéra au 19e siècle, c'est les spectateurs attendent ce moment, la Chatémie mourir, où la femme va mourir sur scène, comme vous l'avez dit dans Phèdre. Et là, vraiment, l'opéra, la Traviata, la Tosca, Madame Butterfly, enfin voilà, elles sont nombreuses à mourir sur scène. Donc ce motif de la mort des femmes, ça vous intéressait aussi, c'est ça ? Alors, c'est pas ce qui m'a intéressé d'abord. Je dois dire que c'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai pensé à Gisèle, et j'ai proposé d'ailleurs à Samantha de faire Gisèle avec moi avant même de regarder le ballet. Que je connaissais que le nom de Gisèle. Mais j'ai décidé de faire confiance à ça. C'est-à-dire que ce que j'avais trouvé intéressant avec Phèdre que je connaissais par contre très bien avant de l'écrire, le Phèdre de Racine, c'est... Ce qui m'avait intéressé dans cette idée, c'est que Phèdre étant un grand classique, très aimé par les interprètes qui le défendent, j'avais vu que Gisèle était un ballet que les ballerines adoraient danser. Et comme moi j'adore les interprètes aussi, je trouvais intéressant de me pencher sur des rôles que les interprètes de ces arts respectifs, chacun de ces 3 arts, aimaient jouer. Et dans l'opéra, Carmen est venue tout de suite aussi, parce que aussi c'est une grande figure, un nom féminin qui a donné son nom à la pièce, et puis des héroïnes féminines et des rôles que les interprètes adoraient jouer. C'est plutôt comme ça que j'ai réfléchi. Après, c'est sûr, les 3 meurent chaque fois systématiquement, ce qui était quand même très récurrent quand même dans les pièces de ces époques-là. Les hommes mouraient aussi, mais là en l'occurrence les femmes particulièrement. Et c'était toujours d'ailleurs écrit par des dramaturges hommes. Je dois dire que c'est pas pour ça que j'ai choisi ces œuvres, mais j'ai constaté qu'effectivement c'était le cas. Ce qui est certain, c'est que ça m'a par contre beaucoup obligé, particulièrement Carmen. Parce que dans Carmen, c'est quand même un féminicide, et ça pose une autre question de mise en scène. C'est-à-dire, dans Gisèle, bon, évidemment, Gisèle laisse la possibilité d'interpréter le personnage masculin d'une façon ou d'une autre. C'est un peu plus ouvert, tandis que dans Carmen, on voit bien quand même que c'est un personnage masculin très problématique et qui commet un féminicide. Donc ça, oui, ça, bien sûr que c'était très obligeant, mais toute la question féminine était très intéressante à aborder aussi. Gisèle, moins dans la fable que dans le genre du ballet. Parce que le genre du ballet, c'est quand même un genre qui a été inventé par des hommes, qui correspond à un fantasme quand même masculin d'un corps féminin qui serait léger, vaporeux, gracieux, et qui corsette complètement le corps de la femme, et qui l'oblige et la met dans une posture très inconfortable pour représenter justement ce grand idéal masculin. Donc dans l'écriture de Gisèle, ça c'était très intéressant. Il fallait trouver l'endroit où on ne trahit pas du tout l'œuvre originale, tout en ne passant pas sous silence ces problématiques-là. Et dans Carmen, encore plus, puisqu'il y a cette question du féminicide. Donc, je n'ai pas choisi ces pièces parce que les femmes meurent, mais le fait que les femmes meurent m'a évidemment beaucoup obligé. Et on essayait d'être très sensible avec ces questions-là. Mais je rebondis justement par rapport à ce que vous dites sur le féminicide dans Carmen. Vous avez peut-être entendu parler de cette polémique, de cette Carmen, je ne sais pas si le public le sait. Donc en 2018 à Florence,
un metteur en scène qui s'appelle Léo Muscato, vous connaissez peut-être, donc a réécrit la fin de Carmen, et c'est pas Don José qui la tue, c'est elle qui se défend et qui le tue. Voilà. Donc évidemment, ça a fait polémique, le directeur de l'opéra disant qu'il ne conçoit pas qu'on applaudisse au meurtre d'une femme. Voilà. Mais alors évidemment, ça pose un problème parce que bon, alors là, on réécrit les choses, et là, d'une certaine façon, on est au cœur du sujet qui nous réunit, la réécriture des classiques. Hein, jusqu'où la réécriture, qu'est-ce que c'est que c'est est-ce que là on dénature, hein, voilà, c'est ce qui avait été reproché justement à ce metteur en scène, parce que c'est plus Carmen. Enfin, quel est votre avis par rapport à cette polémique, justement, vous? Ce qui est intéressant, c'est... moi, je peux me prendre des libertés. Enfin, je pourrais prendre des libertés parce que je modifie un peu le titre. C'est vrai que ce qui était problématique dans ce cas-là, je trouve, c'est le fait que ça s'appelle Carmen, de Meillat Calevi Bizet, et en fait, on modifie la fin sans... Enfin, il y a un truc par rapport on aurait dit d'après Carmen, ou je sais pas, à mon avis on peut faire ce qu'on veut. Brecht disait en fait les œuvres elles sont là, on peut les transformer, etc. Après c'est juste, j'ai tendance à préférer l'idée qu'on respecte, si on décide, si on dit qu'on monte l'œuvre de tel auteur, etc., si on le modifie, il faut le dire, enfin, je trouve. Trouver une astuce ou un moyen, voilà. Après, moi je trouvais très intéressant dans cette trilogie d'essayer de faire un geste qui soit double, c'est-à-dire à la fois vraiment dire voilà ce qu'ont été ces œuvres, voilà comment elles ont été écrites, pourquoi elles ont été écrites ainsi, comment elles fonctionnaient, vraiment donner toutes les ficelles, être très respectueuse et respectueux des langues. Je dis des langues parce qu'il y a aussi la langue du corps dans Gisèle, il y a la musique évidemment dans Carmen, et en même temps de trouver un moyen comment dire ça, de ne pas laisser de côté les questions que ces œuvres nous posent aujourd'hui. Voilà. Et j'espère qu'on a trouvé des réponses élégantes. C'est vraiment, j'espère vraiment que parce que dans Gisèle et Carmen, il y a vraiment ces problématiques. Dans Gisèle, du corsetage vraiment imposé par l'homme du corps de la femme, et dans Carmen, la question du féminicide. Comment est-ce qu'on traite ça au plateau? Et là où je rejoins ce que disait le directeur de cet opéra, on est allé voir avec Rosemary Stanley, qui donc est la chanteuse actrice qui défend Carmen sur scène dans Carmen avec un point. On est allé voir une représentation de Carmen très classique, on dira, dans sa forme, et c'est vrai qu'on était les deux assez étonnés de voir à la fin Carmen se faire assassiner, Don José dire vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué, ou ma Carmen l'adorée, rideau, et tout le monde qui se lève en criant bravo, bravo, bravo. Et c'est vrai que ça faisait quand même un peu, c'est quand même bizarre ce qu'on vient de voir, parce que on vient quand même d'applaudir au meurtre d'une femme. Donc comment et ça je trouve que c'est une vraie question aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut non pas réinterpréter ces œuvres, comment dire ça, comment est-ce qu'on peut trouver un geste tierce, ne pas les jeter à la poubelle et faire ce qu'on appelle de la cancel culture, dire ça n'a jamais existé, parce que non, ça a existé. Comment les représenter aujourd'hui sans négliger non plus les problématiques actuelles, mais faire un geste tierce qui arrive à trouver un équilibre entre les deux choses, entre jeter ou transformer. Comment ne pas transformer et en même temps ne pas négliger? Ça, je trouve que ça, c'est une vraie question intéressante, en tout cas en tant qu'auteur, metteur en scène, c'est une question qui me passionne, ça. De ce point de vue-là, Olivier Py avait une idée aussi tierce, peut-être, justement. Effectivement, Don José tire sur Carmen, elle meurt, mais elle se relève. C'est pas un rideau sur la femme qui est au sol, elle se relève, elle tourne le dos au spectateur, mais quand même, voilà, on reste pas là-dessus. Donc c'est intéressant aussi, hein, voilà. Tout à fait. Et pour voir ce que nous on a fait, vous pouvez venir l'année prochaine, puisque Camille vient de le dire. Hein. Ah oui, non, mais on est très désireuse de découvrir ça.
Et alors sur Gisèle, est-ce que vous avez vu le Gisèle de Marie-Claude Pietragala et Julien Desraux? Que des extraits, non, je ne l'ai pas vu en entier. extraits. Voilà. Alors, cette fois, c'est pas Gisèle, 3 points de suspension, c'est Gisèle avec un S. Les Gisèles. Alors aujourd'hui, peut-être que c'est bon aussi d'expliquer un petit peu quand même l'argument de Gisèle, parce que ça se trouve vous ne connaissez pas. Donc en 2 mots, Gisèle, c'est l'histoire d'une paysanne qui est amoureuse d'un homme et cet homme l'aime aussi, sauf qu'elle va découvrir que cet homme en fait est un duc et il est promis à une autre femme. Et lorsqu'elle apprend ça, elle devient folle de chagrin et elle meurt. Fin du premier acte. Deuxième acte, c'est parce que ça ne s'arrête pas là, hein. Elle meurt 2 fois. Deuxième acte, nous sommes dans la forêt, c'est la tombe de Gisèle, et là arrive justement cet homme Albrecht, voilà, qui vient pour mettre des fleurs sur la tombe de Gisèle. Et alors Gisèle est devenue une créature, une Willy. Voilà, ce sont les Willy, ce sont des personnages de la mythologie slave, ce sont des jeunes filles qui sont mortes le jour de leurs noces, trahies par leur amant. Voilà. Et donc elle est devenue une Willy, et Myrtha, qui est la reine des Willy, a condamné Albrecht à mourir aller dans la tombe aussi avec Gisèle. Mais Gisèle, voyant la peine d'Albrecht, vraiment, qui n'est pas une peine feinte, eh bien, alors que les Willy, en fait, comment elles vont tuer ces hommes, elles dansent avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà. Eh bien, elle va danser avec lui, mais jusqu'au matin. Et donc, en dansant avec lui jusqu'au matin, elle va le sauver. Voilà. Et c'est elle que l'on voit, fin du 2e acte, retournant dans la tombe. Donc, 2 fois. Elle disparaît. Mais en même temps, elle est l'innocence. Autant Carmen, elle meurt parce que c'est la transgression, elle aime qui elle veut, voilà, c'est la liberté. Donc au 19e siècle, le corset, vous l'avez rappelé, hein. Donc, transgression, on meurt. Madame Bovary, on meurt. Enfin, j'ai fait ma thèse sur la mort chez Balzac, hein, des femmes. Donc, mais là, Gisèle, c'est pas ça. Elle est innocente, elle est naïve. Alors là, la mise en scène de Marie-Claude Pietragala, c'est Gisèle avec un S, et ce sont que des Gisèles, que des guerrières, des Valkyries. C'est-à-dire, c'est toute une troupe de Gisèle. Il n'y a pas que Myrtha qui dit il faut se venger de ces hommes qui ont fait souffrir au point de mourir. Mais voilà, il faut vraiment abat le patriarcat, j'ai envie de dire, voilà, pour faire vite. Hein. Voilà, c'est ça le sens de cette Gisèle-là, qui est très différente, enfin qui est différente, et en même temps, et c'est là justement qu'il y a un classique. Est-ce que d'une certaine façon, dans le livret de Gautier, il n'y avait pas aussi cette image du pouvoir féminin? Ce que j'ai trouvé très intéressant dans Gisèle, déjà dans la trilogie, on dit souvent que les grandes figures, les grands personnages traversent le temps parce que justement, elles représentent des dimensions intemporelles de notre humanité. Et c'est vrai que si chez Phèdre, évidemment, c'est la passion, l'amour dévorant, déchirant, détruisant. Chez Carmen, évidemment, c'est la liberté, c'est l'amour libre qui, à l'époque, était une transgression venant de la part d'une femme. Mais chez Gisèle, le trait, et à mon avis, c'est mon interprétation, elle a traversé le temps, Gisèle, parce que je crois qu'elle représente une autre facette de l'amour qui est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est ça que je trouve très beau chez Gisèle et très touchant, c'est que c'est un personnage qui aime inconditionnellement. Elle aime Albrecht et elle meurt, elle revient et elle le sauve, quoi qu'il ait fait. Et je trouve qu'elle représente cette chose-là. Et souvent on dit oui, mais Gisèle c'est un personnage un peu naïf.
ça dépend de comment on la regarde, ça dépend de comment on la danse. Et ça, c'est vraiment, on en parlera un tout petit peu dans la pièce. On a vu, nous, vraiment une représentation de Gisèle qui était absolument convaincante. C'est celle de l'American Ballet Theatre de 1977, dansée par Mikhail Baryshnikov et Natalia Makarova. On peut la voir sur YouTube dans une très très mauvaise version, mais il n'empêche, ça vaut la peine de jeter un œil. Parce que là, le couple de danseurs-danseuses est si fort. On n'a plus un Albrecht séducteur un peu macho qui séduit une pauvre naïve, mais vraiment deux personnes amoureux, mais qui sont dans un contexte social qui interdit leur amour. Et dans le deuxième acte, on voit vraiment non plus une femme naïve, soumise, mais bien plutôt une femme forte, parce que si c'est Albrecht qui, disons, dramaturgiquement conduit le premier acte, dans le deuxième, c'est Gisèle qui mène la danse. C'est-à-dire c'est elle qui dicte l'action, qui se révolte et qui dit non. Et on peut voir, alors peut-être que j'exagère, mais le geste de révolte devant Myrtha, c'est quelque part une façon d'Antigone qui nous dit non à cette injustice-là. Elle se dresse contre l'autorité. Un peu comme Antigone devant Créon. Gisèle, devant Myrtha, dit ça suffit. Et je trouve que on peut aussi la voir comme une femme forte et une femme qui décide. Et j'aime vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on passe par là pour qu'on puisse défendre le spectacle aussi. Parce que dans beaucoup de représentations qu'on peut voir, le personnage de Gisèle, parfois vraiment on se dit, mais enfin, déjà qu'est-ce qu'elle lui trouve? Parce que il est vraiment insupportable, suivant comment il est dansé. Et puis ensuite, mais quel intérêt de suivre l'histoire de cette pauvre fille naïve et de ce vilain séducteur. Mais si on a un véritable couple de gens qui s'aiment vraiment, mais qui sont empêchés par le contexte social, alors je trouve que ça raconte une autre histoire, et cette histoire-là, je trouve qu'elle est intéressante, et à mon avis, c'est pour ça qu'elle est intemporelle. C'est parce qu'elle dit quelque chose, elle dit une facette de l'amour qui est autre, aimer librement un être libre, et je trouve qu'il y a vraiment cette histoire-là qui se raconte.